Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Notre monde est en transition. Il a vu en quelques décennies la fin de la guerre froide et de ces deux blocs, puis s'est cru, de manière naïve, parvenu à la fin de l'histoire, selon l'expression de l'essayiste américain Francis Fukuyama, avant de déchanter le 11 septembre 2001 et le début d'une improbable guerre des civilisations. Il observe aujourd'hui une sorte de compétition entre l'hyperpuissance américaine et les BRICS. Et dans ce monde, la seule loi qui règne est celle du fait accompli, de l'usage décomplexé de la force pour faire valoir ce qu'on estime son bon droit. Le leader israélien, Benjamin Netanyahou, incarne, comme ses adversaires du Hamas d'ailleurs, cette ère du fait accompli militaire. Mais y a-t-il de la rationalité, des buts de guerre atteignables dans sa campagne meurtrière qui semble sans fin? Pourquoi multiplie-t-il les fronts, notamment en exacerbant les contradictions avec le Liban? Pourquoi s'en prend-il à Rafah? Pourquoi ne fait-il pas au moins semblant de prendre en compte le dernier arrêt de la Cour internationale de justice qui enjoint l'État d'Israël d'empêcher tout éventuel génocide? Quelle est la rationalité de son comportement, une fois de plus? Est-il tout simplement fou? De Benjamin Netanyahou, mais aussi de Donald Trump, qui menace les pays de l'Europe membres de l'OTAN de cesser de les protéger. On parlera dans cette nouvelle édition du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur les médias. Salut Bertrand. Bonjour Théophile. Avant de lancer cette conversation qui est enregistrée le vendredi 16 février et qui sera diffusée le dimanche 18 février, je voudrais qu'on regarde deux extraits vidéo qui témoignent du choix de la fuite en avant armée qui est celui de l'exécutif israélien. D'abord avec les frappes au sud Liban. Au sud Liban, le village de Souané en ruine après une série de frappes israéliennes mercredi. D'autres localités ont été touchées près de la frontière, tuant au moins 13 personnes, dont 10 civils et 3 combattants du Hezbollah, selon l'agence de presse étatique libanaise. Des représailles à un tir de roquette sur une base du nord d'Israël qui a tué une soldate. Les hostilités de mercredi font de ce jour le plus meurtrier en près de 4 mois d'échanges de tirs transfrontaliers. Allié du Hamas, le Hezbollah libanais se dit prêt en cas de conflit d'ampleur, tout en restant prudent dans ses attaques. Mais également à Rafah, seul endroit plus ou moins épargné de la bande de Gaza, menacé au moment où nous tournons d'une large offensive terrestre. Nous sommes en bordure de Rafah, sur les rives de la Méditerranée. Des tentes à perte de vue sur le sable. Pour ces familles palestiniennes, l'endroit le plus sûr est de vivre parmi les morts. Des refuges de fortune au pied d'un cimetière improvisé avec des briques de béton. Ici, les morts sont chaque jour plus nombreux. Des images tournées par des journalistes palestiniens. Comme les médias internationaux, les équipes de France 24 n'ont pas d'accès à Gaza. Mahmoud leur a confié vivre dans la peur de l'instant. J'envie les morts, parce qu'ils sont mieux que nous maintenant. Nous vivons chaque seconde dans l'horreur, la douleur, la torture, la souffrance et la confusion. Parce que nous ne savons pas quand la guerre se terminera. Bertrand, j'ai voulu intituler cette émission « Netanyahou est-il fou ?» de manière assez provocatrice, parce que la question de la rationalité de ces buts de guerre me semble importante. Et on a comme l'impression que les diplomaties occidentales ne veulent pas se la poser. Mais que recherche-t-il? Une fois de plus, quel est son but de guerre? Aujourd'hui, plusieurs mois après le début de l'opération consécutive aux attaques du 7 octobre. Alors fou, je ne sais pas, le terme est difficile à définir et à conceptualiser, d'autant que, il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans un monde de compétition de rationalité. Alors qu'autrefois, il y avait une rationalité qui unifiait le monde et dont, par exemple, l'œuvre de Kissinger était la parfaite illustration. Maintenant, on a une explosion des rationalités, tant sur le plan de la diversité culturelle que de la fragmentation du monde et que de la diversité des types de rationalité, rationalité économique, rationalité politique, rationalité militaire, rationalité personnelle. Et si je dis personnelle, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a un pan et important du raisonnement de Netanyahou qui est basé sur sa propre destinée. S'il arrête la guerre, il risque de finir en prison. C'est une rationalité individuelle, mais c'est une rationalité qui vient se composer à d'autres. Alors,
il y a quand même une façon d'avancer dans la réponse à sa question, qui est de dire qu'il est en train d'obtenir le résultat inverse de ce qu'officiellement il recherchait. Je dis officiellement. Officiellement, il recherchait quoi? Éradiquer le Hamas. Que voit-on jour après jour à mesure que se développe cette attaque, cette agression sur Gaza? Eh bien que le Hamas gagne une personnalité internationale, devient l'acteur incontournable, presque celui qui fait l'agenda international. J'ai entendu encore récemment, lors de sa dernière tournée, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui rapportait que la réponse du Hamas était plutôt encourageante. Il se faisait presque le porte-parole d'une organisation qualifiée par lui-même de terroriste et d'infréquentable. Et on voit bien que le rythme des négociations sur, non pas un cessez-le-feu, mais une trêve, sur la condition de libération des otages, sur ce que sera le lendemain de cette opération militaire sur Gaza, est d'abord une réflexion, une stratégie, un processus, une conduite contrôlée par le Hamas. Le Hamas gagne dans cette affaire une sorte de personnalité internationale qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais qui s'impose de fait, alors qu'on voulait l'éradiquer. Ça me fait penser, les massacres de Philippeville en Algérie en 1955, répression très forte, parce que ces massacres avaient la même allure terroriste que les massacres odieux du 7 octobre, réponse de l'armée française, une répression incroyable. Résultat des courses, le FLN augmente, accroît sa popularité auprès de la population algérienne. Ensuite, deuxième vague, l'attentat du Milk Bar, puis d'autres attentats de même nature. L'armée française, Massu, Bijard réagissent en lançant la bataille d'Alger, 25 000 arrestations. Non seulement le FLN renforce encore sa position auprès de la population algérienne, mais il acquiert une véritable personnalité internationale. Je pense que c'est ce qui est en train de se produire pour le Hamas. Dans le jeu actuel, de qui parle-t-on plus? Du Hamas ou de l'autorité palestinienne? Manifestement du Hamas. On va dire que Netanyahou a toujours joué en fait la carte du Hamas pour mieux délégitimer son adversaire quelque part. Je pense que toute la classe politique israélienne, depuis, je dirais, l'échec des accords d'Oslo, joue la carte du Hamas, se félicitant sous cap de sa victoire aux élections en 2007, assurant le financement du Hamas, ou plutôt laissant le Qatar assurer ce financement. Bref, l'idée de séparer le Hamas de l'autorité palestinienne et surtout de rééquilibrer l'autorité palestinienne par l'autorité du Hamas a été un fil conducteur de la politique israélienne. On a vu ce qu'il en était. Et on a vu surtout que les récents événements qui avaient discrédité le Hamas. Le 7 octobre, tout le monde considérait que ce qu'avait fait cette organisation était absolument odieux. Il y a eu une censure universelle. Quoi qu'en dise une certaine propagande, la réprobation a été quasiment universelle et elle était justifiée. Eh bien, depuis, l'horreur à Gaza, 30 000 morts, quelque chose comme ça. Et dans quelles conditions de survie? La catastrophe humanitaire, ce qui s'annonce pour demain, pire encore. Tout ça est en train de reconstituer le Hamas et en fait un acteur incontournable du jeu international. Je pense que si Netanyahou n'est pas fou, en tous les cas, il a fait officiellement un pari dangereux et que ce pari est en train de se retourner contre lui. Alors je dis officiellement parce qu'encore une fois, manifestement, son but de guerre officiel n'est peut-être pas le but de guerre qui se dessine à travers les choix qu'il fait. Et est-ce que le tabou ne réside pas dans le fait que le but de guerre le plus logique, mais du coup qui ferait de Netanyahou non pas un fou mais un dangereux criminel, c'est tout simplement le nettoyage ethnique. Dans ce cas, tout coule de source,
tout s'articule. Absolument. Alors, il est très difficile de se mettre dans le cerveau d'un dirigeant, hein, que ce soit Netanyahou, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump. On ne sait pas véritablement quelle est l'arrière-pensée. Donc, on ne va pas se lancer dans des conjectures, mais contentons-nous des faits. Et les faits, non seulement attestent d'une intention génocidaire, en tous les cas explicitée par certaines personnes, au gouvernement israélien, au sein du gouvernement israélien, Ben Gvir, Smotrich, qui vous explique qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est virer tous ces gens-là et puis remettre des colons israéliens à la place. Donc l'intention, elle est là. Et plus grave encore que l'intention, parce que les intentions en politique, c'est pas forcément des réalisations, il y a un début de réalisation. C'est-à-dire que on voit mal comment on pourrait revenir à la d'avant le 7 octobre. Surtout si Rafah est également détruit. Mais il y a déjà des Gazaouis qui quittent Gaza, les plus riches d'entre eux. J'ai entendu dire que si on paye quelque chose comme $5 000, on arrive à vous exfiltrer de Gaza, et les plus riches des Gazaouis empruntent ce chemin pour aller s'installer au Caire ou je ne sais où. Ça ne peut être que limité. L'Égypte ne veut pas un mouvement de masse, mais c'est là que l'inconnue est forte. Ceux qui ne pourront pas payer l'exfiltration, ceux qui ne pourront pas jouer de la stratégie individuelle, qui par définition est limitée à un petit nombre d'individus, que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont s'écraser contre les portes de Rafah? Est-ce que la poussée sera telle que l'Égypte et la Jordanie peut-être seront obligés de les accueillir? Est-ce que on va voir apparaître une nouvelle génération de boat peoples? Est-ce que véritablement, je dirais, qu'à peut-être le moins désastreux de tous, mais qui est déjà en soi un désastre, ces gens vont être placés dans de gigantesques camps sous l'autorité militaire israélienne? On n'en sait strictement rien. Ce qui m'inquiète, c'est que les solutions qui iraient clairement dans le sens inverse, c'est-à-dire d'un rétablissement d'une vie civile autonome, ou en tous les cas d'une réintégration de Gaza telle qu'elle existait avant, ces voies-là semblent impraticables. Donc on est déjà en fait dans ce qu'on redoute, c'est-à-dire dans ce que les analystes les plus catastrophistes annoncent, c'est-à-dire un nettoyage ethnique. J'ai peur de ça, et surtout j'ai peur d'un aspect que l'on ne met pas suffisamment en évidence, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien ou du conflit russo-ukrainien, à savoir que depuis 1945, il y a une curieuse façon de régler, entre guillemets, les problèmes. C'est les situations de fait. Le de jure, c'est-à-dire les solutions de droit, disparaît, et on est de plus en plus dans le de facto. C'est-à-dire, on occupe des territoires, comme la Russie l'a fait avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, comme la Turquie l'a fait avec la République de Chypre Nord, comme d'un certain point de vue on l'a fait aussi avec le Kosovo. Ceci n'est pas reconnu par la communauté internationale, n'a pas d'existence ni de réalité juridique, mais s'impose de facto. Et moi, ce que je crains, c'est que autant sur le front russo-ukrainien que sur le front israélo-palestinien, eh bien, il se crée une situation dans laquelle on va de facto placer la population gazaoui soit sous une tutelle militaire, soit dans une situation d'expulsion de fait, et que la communauté internationale, regardant ailleurs, ne reconnaîtra pas, protestera rhétoriquement, mais le fait accompli sera là. On est depuis 1945 dans une situation d'accumulation des faits accomplis. Et la manière dont les autres, les témoins, s'en tirent, c'est en détournant les yeux
et en se contentant des formules minimales, c'est inadmissible. C'est d'ailleurs ce qu'on entend tous les matins dans les chancelleries occidentales. Nous n'acceptons pas cette situation, comme on répète tous les jours que ce qui se passe en Cisjordanie est inacceptable, mais de facto, ça continue. On est dans le temps du de facto. Et ça, c'est une régression dans l'histoire de l'humanité par rapport à cette volonté de construire un droit international et des normes internationales. Justement, les diplomaties internationales commencent à être agacées et le disent de plus en plus. La France et les États-Unis montrent des signaux et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a presque mis les pieds dans le plat. On regarde un magnéto. Everybody goes to Tel Aviv, begging, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this isn't a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms. And by the way, today a court in Netherlands has ordered to the government to stop exporting the spare parts of the F-35 fighters to Israel in order to be sure that the International Court of Justice rule is being implemented. Est-ce qu'on peut dire, Bertrand, que Josep Borrell pose enfin les termes du débat en évoquant la question des armes et en laissant planer l'idée d'un embargo sur les armes à destination d'Israël? Alors, cette déclaration est extrêmement importante et d'un certain point de vue, même si on reste encore dans l'espace rhétorique, dans le domaine de la parole, marque une étape nouvelle. Parce que un tabou a été levé. Ce tabou, on en a déjà parlé ensemble, mais il faut le redire, il y a une seule action au monde qui puisse arrêter ce désastre, ce massacre, c'est que les États-Unis cessent de livrer des armes et surtout des munitions à Israël. Sans munitions, Israël tient 3 jours. Et donc, en 3 jours, cette attaque est terminée. C'était courageux de la part de Josep Borrell de le dire, parce que c'est toujours courageux, en diplomatie comme dans n'importe quelle activité humaine, de lever des tabous. Ceci étant, comment peut-on passer de la parole aux actes? Et c'est ça le véritable problème. Borrell n'est pas vraiment le chef de la diplomatie européenne. Alors, d'une part, il faut bien l'admettre, un acteur, mais un acteur sans ressources. Il n'a pas de politique étrangère. Il n'y a pas de politique étrangère européenne. Si on regarde le vote des États, les 27 membres de l'Union européenne à l'Assemblée générale des Nations unies sur la question de Gaza, un gros tiers a voté pour un cessez-le-feu, un gros tiers s'est abstenu et un petit tiers a voté contre. Donc il n'y a pas de politique unie. Mais c'est un choix des États-Unis. Quelle que soit l'attitude et le discours de l'Europe, c'est les États-Unis qui décideront, les États-Unis, à arrêter. Et ça, c'est la vraie question. En fait, il y a 2 questions derrière ce conflit. Jusqu'où sera suffisamment forte la pression de l'opinion publique internationale, des sociétés du monde arabe, mais aussi des sociétés du monde sur les gouvernements pour les alerter des dangers de continuer sur la pente que nous connaissons. Et deuxièmement, est-ce que les États-Unis vont basculer, c'est-à-dire prendre cette décision qui serait une rupture dans leur politique étrangère de cesser de livrer armes et munitions, donc aide militaire et diplomatique à Israël. Ce qui est intéressant, et ça, c'est un désastre pour la diplomatie américaine, c'est qu'on multiplie les mots, les formules, les postures, les voyages. Blinken en a effectué 5 au Proche-Orient. Biden est sans cesse au téléphone avec Netanyahou. Les États-Unis n'obtiennent absolument rien. C'est une première défaite. Je pense que ce qui se passe dans la tête des dirigeants américains, c'est de dire si
on cède, c'est-à-dire que l'on annonce que l'on ne livre plus d'armes et de munitions à Israël, ça sera une deuxième défaite. C'est perçu comme tel. Tu sais que le perçu est très important. C'est-à-dire une humiliation des États-Unis obligés de renoncer à ce qui est leur ligne de conduite, leur ligne directrice, avec aussi un peu l'idée que s'ils arrêtent de fournir des munitions à Israël, les quelques rares protégés qui leur restent dans le monde vont se dire mais que vaut la protection américaine ? En France et aux États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis, Emmanuel Macron et Joe Biden montrent des signes d'agacement. Ils commencent à émettre des sanctions contre des colons violents en Cisjordanie. C'est tout à fait anecdotique, on va dire, surtout quand on voit les conséquences d'une forme de punition infligée à l'UNRWA, l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies qui s'occupe un peu des réfugiés palestiniens dans le monde arabe, dans le Proche-Orient, parce que l'UNRWA a été accusée d'employer une poignée de soutien du Hamas. C'est-à-dire, d'un côté, bim, le big stick, le gros bâton, et de l'autre côté, quelques dizaines de colons punis, empêchés d'aller aux États-Unis ou en France. Oui, alors deux choses dans ce que tu dis. D'abord, un jour, il faudrait écrire un livre sur, peut-être un traité, sur l'agacement en diplomatie. C'est extraordinaire. L'agacement, c'est une solution pour solde de tout compte. Je montre mon agacement et je suis ainsi blanchi des ambiguïtés qu'on me prête. Bon, dites à des Gazaouis ou des parents d'enfants gazaouis qui ont été tués dans les bombardements récents que, rassurez-vous, la diplomatie occidentale est agacée par ce qui vous arrive, vous verrez s'ils se trouvent consolés. Voilà. Donc, l'agacement diplomatique, c'est une formule magique qui marchait autrefois dans les chancelleries, où elle envoyait alors un véritable signe. Au XIXe siècle, quand un prince était agacé, ça avait un effet direct sur la diplomatie. Aujourd'hui, qu'il y a une telle appropriation sociale des relations internationales, l'agacement, c'est une goutte d'eau qui se perd dans l'océan des réactions. Et du buzz. Absolument, voilà. Maintenant, l'autre point, c'est l'UNRWA. Et l'UNRWA, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Pourquoi ? Parce que l'UNRWA, c'est l'une des rares tentatives pour les Nations Unies et pour le multilatéralisme d'avoir une présence réelle au sein d'un conflit, avec un travail absolument indispensable pour la survie du peuple palestinien. Alors la caractéristique de l'UNRWA, il faut que nos amis le sachent, je pense que beaucoup le savent, c'est que c'est une institution qui est immergée dans un corps conflictuel. Et c'est comme ça qu'elle est efficace, c'est d'être présent activement, c'est pas seulement justement de l'agacement en direct ou je ne sais quoi. Et effectivement, cette immersion fait que l'UNRWA mobilise beaucoup de Palestiniens qui travaillent à l'UNRWA, qui sont le relais entre les Nations Unies et la population palestinienne. On a trouvé 13 personnes présumées impliquées dans les attaques du 7 octobre. 13 personnes. C'est-à-dire à peu près 1/1000 de ce que recrute et mobilise l'UNRWA. Au nom de cela, on lui a jeté l'anathème. Est-ce que c'est correct ? Et la plupart des États occidentaux, d'une manière plus ou moins explicite, ont cessé d'aider l'UNRWA. Il a fallu que de rares pays comme l'Espagne, par exemple, réagissent en sens contraire pour rééquilibrer le mouvement. C'est une autre tragédie, parce que si l'UNRWA est paralysée, il y aura encore moins de passerelles, ces petites passerelles de cordes entre la communauté internationale et le peuple palestinien. C'est la dernière des passerelles qui va disparaître. C'est épouvantable. Et c'est une aide à une forme de nettoyage ethnique, aussi rendre la vie impossible, tout simplement, en Palestine. Je voudrais qu'on parle maintenant des relations entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier des menaces que l'ancien et peut-être futur président Donald Trump fait peser sur les pays européens de l'OTAN. En gros, le message est, si je redeviens président des États-Unis et que vous ne mettez pas la main au pot, je ne vous protégerai pas. Donald Trump était en meeting devant ses partisans en Caroline du Sud quand il a lâché ces mots à l'attention des pays partenaires des États-Unis au sein de l'OTAN.
And one of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump utilise cet argument depuis son passage à la Maison-Blanche, mais cette fois en public, il encourage clairement la Russie à attaquer les alliés des États-Unis. On pensait, Bertrand, que le blocus des républicains sur l'aide que les États-Unis devraient apporter à l'Ukraine répondait uniquement à des impératifs de politique intérieure. Mais cela ne veut-il pas dire quelque chose sur la vision du monde de Donald Trump et une sorte d'alliance tacite avec Vladimir Poutine? Alors, je vais un peu te décevoir. Je ne suis pas sûr que Trump ait une vision du monde. Je pense qu'il a une vision de ce qui est sa profession, c'est-à-dire le marketing politique et le marketing électoral. Cet homme a réussi ce qu'il a réussi dans sa vie politique en sachant trouver les mots qui correspondent aux attentes, sinon de la totalité, certainement pas, mais d'une majorité potentielle du corps électoral américain. Il ne faut jamais oublier que la société américaine est en crise profonde, déçue, frustrée par la mondialisation, avec un désir, je dirais, obsessionnel de repli sur soi-même, le fameux America First. Donc, pour l'instant, ce monsieur est en campagne et ce monsieur est prêt à dire tout et n'importe quoi à partir du moment où ça lui permet de capitaliser de nouvelles voix. C'est comme ça qu'il faut recevoir ce message. Alors, ceci étant dit, si véritablement ce qu'il a dit est attendu d'une bonne partie du corps électoral américain, ça veut dire qu'il y a une sorte d'anticyclone isolationniste qui se forme au-dessus des États-Unis et qui est très puissant. Ce qui veut dire qu'à terme, tout dirigeant des États-Unis, peut-être Trump plus rapidement que les autres, se penchera sur la redéfinition de l'OTAN. Mais l'OTAN, Emmanuel Macron disait, est en situation de mort cérébrale. En tous les cas, l'OTAN est en situation de décalage par rapport à la réalité. L'OTAN a été créée en 1949 dans un contexte de bipolarité. Le monde, il n'est plus bipolaire, il est terriblement fragmenté. Donc, cette espèce d'alliance militaire isolée au milieu d'un système international terriblement fluide et méfiant à l'égard de l'entre-soi hégémonique, ce monde tel que nous le connaissons est tout à fait inadapté à l'OTAN. Et tout à fait. Donc un jour, il faudra le revoir. Et on ne passera certainement pas par ce qui fait le plus mal aux Européens, paradoxalement, c'est-à-dire de devoir définir ce qu'est la défense européenne. Il faut voir, et ça c'est l'autre paramètre du sujet, qu'il y a un fantasme dans la tête des Européens. Ce fantasme, c'est le fantasme du parapluie américain. La majorité des Européens, et pas seulement des dirigeants, des opinions publiques, préfèrent paresseusement se réfugier sous le parapluie américain que de penser leur défense. Alors il y aurait 1000 raisons qui expliquent ça, et notamment la longue histoire européenne. Parce que dans la longue histoire européenne, l'idée même d'une défense européenne était impossible, puisque les Européens avaient pour jeu diplomatique de s'opposer, d'être en concurrence et de se faire la guerre les uns les autres. Donc on ne sait pas poser cette équation. Un jour, il faudra la poser, mais je suis un peu agacé de cette surexcitation des commentateurs de cette phrase de Trump qui a dit ça exactement comme il insultait les États du Sud en les traitant de termes que je ne peux même pas employer devant ce micro, ayant trop... J'estime qu'on fait trop de cas des propos de Donald Trump. Mais bien sûr, c'est du marketing, c'est des pubs. C'est des pubs pour lui. Et ce que l'on oublie, c'est que plus la pub est grossière, plus elle passe. On l'a vu quand il était président, quand il sortait des grossièretés énormes, on se dit là, il ne va pas s'en relever. Au contraire, il augmentait. On est dans cette situation-là.
Est-ce que, justement, le concept de défense européenne a un sens ? Imaginons que les Américains enlèvent vraiment leur parapluie. Tu as raison de dire cela, parce que j'ai été trop rapide dans ma réponse. Je pense qu'il faudrait plutôt... On est à un âge où on ne parle pas de défense européenne, mais de sécurité européenne. C'est-à-dire, défense européenne, d'abord... Pour qu'il y ait une défense européenne, il faut qu'il y ait une politique étrangère européenne unique. La défense est l'instrument d'une politique étrangère. Bon, on en est très loin de cette politique étrangère unique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une similarité de situation. Je suis désolé, la situation de l'Estonie et celle du Portugal ne sont pas les mêmes. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que les Portugais et les Estoniens, les peuples portugais et estoniens ne la pensent pas de la même façon. Mais en revanche, l'idée de sécurité, aujourd'hui, doit être reconstruite. Pendant des siècles, on n'avait qu'un mot à la bouche, c'était sécurité nationale. Aujourd'hui, il y a une sécurité qui l'emporte sur la sécurité nationale, qui est la sécurité globale. On le voit bien avec les grandes questions climatiques, alimentaires, sanitaires, économiques, etc. Et comme moyen de construire progressivement cette sécurité globale encore trop abstraite, hélas, eh bien, il faut construire des sécurités régionales. Et l'Europe, depuis 1989 ou 91, n'a pas su répondre au contexte nouveau pour définir une nouvelle sécurité européenne. Avant, du temps de la bipolarité, ça existait, et Helsinki était venu le confirmer. Depuis 91, les vainqueurs de la guerre froide, c'est-à-dire les Occidentaux, ont considéré que ce n'était pas la peine et qu'il fallait mieux qu'ils s'assoient sur leur situation hégémonique. On voit que les choses ont bien changé. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Si vous l'avez aimé, et si vous le pouvez, apportez-nous votre soutien en devenant sociétaire ou abonné du média ou en faisant un don. Merci d'être fidèle aux médias, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur toutes les box et toutes les plateformes numériques, on l'espère demain, sur YouTube aussi et sur notre site internet. Quant à moi, je vous dis à plus.